Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue sur cette 8e édition d'e-commerce Connect. Écoutez, l'événement, juste brièvement pour vous expliquer un petit peu le concept, c'est concrètement de vous permettre de discuter, de rencontrer un maximum de personnes, de discuter avec vos pairs toute la journée. Le but du jeu, c'est d'avoir un maximum de conférences d'intervention où vous pourrez vous-même intervenir, notamment tout ce qui est partie workshop. Le but étant de vous laisser l'occasion de pouvoir discuter avec l'intervenant et avec les personnes qui sont et également qui assistent à la même intervention que vous. Vous le verrez en fait toute la journée, y compris pour le déjeuner. Vous avez des temps, vous allez vous retrouver à plusieurs en fait autour d'une table et du coup ça vous permettra d'échanger sur les problématiques que vous rencontrez tous les jours avec des personnes qui travaillent dans d'autres sociétés et qui sont des e-marchands, des retailers ou des annonceurs comme vous pouvez l'être. Voilà, et puis alors ça c'est le déroulé on va dire de toute la journée, et après sinon il y a la soirée, donc à partir de 18 h au deuxième étage. Écoutez, je vous invite à participer. Conservez bien votre badge. En fait, vous êtes, on va dire, en prioritaire par rapport à tous les autres participants, parce qu'en fait, dans la soirée, il y aura environ 300 personnes qui vont vous rejoindre. On a un partenariat avec Web After Work en fait pour cette soirée. Et donc du coup, à un moment donné, je pense qu'on va restreindre les accès, parce que je pense qu'il y aura trop de monde. Mais par contre, pour vous, il n'y a pas de problème. Si vous avez votre badge, vous donnez votre badge à l'entrée et vous aurez un accès direct pour la soirée. Écoutez, je vais laisser la parole à nos intervenants. Malheureusement, même si on a une personne d'Air France ici, on n'a pas résolu le problème d'intervention de Stéphane. Donc je précise, je travaille chez Air France, pas au contrôle aérien. Oui, c'est vrai. Mais qui n'a pas pu nous rejoindre, donc du coup, on fait de la visio pour combler en fait ce manque. Mais donc, écoutez, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et puis, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à venir me voir. Je me balade dans les allées, voilà. Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me consulter. Excusez-moi. Merci, bonne journée. Merci Alain. Alors on va pouvoir commencer. Donc est-ce que vous m'entendez? Oui, a priori. Donc Stéphane est retenu à Toulon, mais il est quand même avec nous. Donc j'ai le plaisir pour cette plénière qui sera sur comment l'intelligence artificielle et les bots sont-ils en train de révolutionner le e-commerce, d'accueillir donc Stéphane en duplex, Stéphane Mallard qui est évangéliste à Blue Age, Vincent Fillon qui est directeur de la stratégie mobile et du développement chez Air France KLM. Bonjour à tous. Xavier Debayanx qui est donc Innovation Lead chez Mythic, et Olivier Guérin qui est à ma droite, à votre gauche donc, qui est responsable de l'équipe UX Designer en gros chez Voyage SNCF. Alors la première question elle est pour toi Stéphane. C'est quoi l'intelligence artificielle et c'est quoi un bot? Alors, donc bonjour à tous, merci de m'accueillir et désolé encore d'être en remote, hein, c'est vraiment la faute à la grève. Alors, pour faire très simple, on est en train de vivre une révolution en ce moment en intelligence artificielle parce qu'on inverse totalement l'approche qu'on utilise en informatique traditionnelle. Vous savez tous que depuis qu'on crée de l'informatique, en fait, on programme des machines avec des règles qui s'exécutent selon les scénarios qu'on décide à l'avance. Vous savez que, par exemple, lorsque vous utilisez un logiciel, vous cliquez quelque part, il se passe l'action qui a été programmée. En intelligence artificielle, on fait l'inverse. On va donner des données à des algorithmes et on va les laisser s'entraîner pour atteindre des objectifs tout seuls. On va les laisser se calibrer eux-mêmes. En fait, on utilise ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Alors, il y en a plusieurs types qui nous permettent d'entraîner ces machines avec des données pour atteindre des objectifs. Vous avez peut-être entendu parler du deep learning récemment, dont tout le monde parle depuis 1 ou 2 ans. Ça nous permet, par exemple, de donner des données ou des images, par exemple, à des algorithmes qui leur permettent ensuite d'abstraire des concepts de haut niveau dans ces données. Exemple, elles peuvent reconnaître des personnes sur des photos ou des cancers sur de l'imagerie médicale. On donne des images à l'algorithme et on le supervise. On lui dit sur cette photo, c'est telle personne, sur cette image, il y a un cancer. Et plus on lui donne d'exemples, plus il se calibre pour reconnaître ce qu'il y a sur ces images. On a une deuxième approche qui fonctionne très bien en ce moment, qu'on combine avec le deep learning, mais qui n'a pas encore fait le buzz du deep learning, mais qui, à mon avis, devrait être pour cette année. C'est une approche dans laquelle on donne des objectifs aux machines et on les laisse s'entraîner pour y arriver. Alors, on peut apprendre avec ces algorithmes, par exemple, à des machines à jouer à des jeux vidéo toutes seules. Puisqu'avec le deep learning, elles peuvent reconnaître leur environnement avec des pixels. Maintenant, on leur donne un environnement visuel et on leur dit ton objectif, c'est par exemple de jouer aux jeux vidéo. Ou, on peut aller plus loin maintenant, de réserver des billets d'avion sur Internet.
on va montrer à la machine ce qu'on fait sur notre écran, la souris qui se déplace, qui va cliquer, qui remplit les formulaires, et ensuite la machine s'entraîne pour y arriver. Donc 2 choses très simples à retenir. Premièrement, on inverse, programme plus de machines, on entraîne, et demain on va tous être capable d'entraîner des machines pour réaliser des tâches, et surtout, on est capable de leur donner la vue à ces machines pour qu'elles reconnaissent leur environnement et qu'elles atteignent des objectifs toutes seules. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Tu m'arrêtes, hein, Laura Gène, si je vais trop loin ou si je suis trop long. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Alors, c'est là que c'est révolutionnaire, c'est qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ça dépend que de notre imagination. C'est pas simple ni magique. Ça demande beaucoup de données, des algorithmes très spécifiques, beaucoup d'entraînement, beaucoup de paramétrage. C'est tellement complexe d'ailleurs que Google a même développé une intelligence artificielle pour choisir et développer les bons modèles d'intelligence artificielle selon une tâche donnée. Mais en gros, ça dépend que de notre imagination. On peut en utiliser, par exemple, pour faire de la recherche médicale. On commence à trouver des molécules contre le cancer avec ces algorithmes. On peut en utiliser pour faire des diagnostics, là aussi, mieux que certains médecins. On les utilise pour conduire les Google Cars, comme vous savez tous, on a gagné au jeu de Go. On va les utiliser bientôt pour remplacer les smartphones et nous créer un assistant intelligent qui va nous assister dans tout ce qu'on fait, qui va être notre expert. Ce sera notre médecin, notre banquier, notre avocat, tout ce que vous voulez. On va l'utiliser absolument partout. Ça ne dépend uniquement de notre imagination. Mais encore une fois, c'est pas simple. Alors on va revenir après, Stéphane, sur la tribune que tu as écrite qui a fait pas mal de bruit. Peut-être avec vous qui êtes autour de moi, autour de cette table, la première question c'est quels sont les use cases que vous faites au sein de vos entreprises? Vincent, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Alors, moi, dans l'intelligence artificielle, parce que je pense que le concept est très large et l'ambition énorme, je pense qu'il y a 2 choses qu'on utilise vraiment aujourd'hui concrètement chez Air France. La première, c'est le machine learning, c'est-à-dire comment finalement, comme le disait tout à l'heure Stéphane, on arrive à faire des choses qui sont auto-apprenantes sur la base de la data. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà beaucoup. Il faut savoir que les compagnies aériennes, elles utilisent déjà ces technologies-là depuis longtemps pour optimiser le remplissage de leurs avions. Donc le big data, le machine learning, c'est des choses qu'on manipule déjà depuis longtemps. Mais plus près de nous, si on parle vraiment de e-commerce, on est vraiment en train de se servir de ces technologies-là pour faire des moteurs de recommandation. Alors, moi, je travaille spécifiquement sur mobile. Le mobile, c'est quand même un espace assez contraint en termes d'expérience utilisateur. C'est des écrans qui sont petits et l'attention de l'utilisateur qui est quand même volatile parce que souvent, il est on the go, soit dans les transports en commun, soit à l'aéroport même. Pour nous, il y a un truc super clé, c'est d'arriver à lui proposer le bon service, celui qu'il veut vraiment, celui dont il a vraiment besoin. Et ça, le machine learning nous permet de le faire. Proposer des services, proposer aussi des destinations, plutôt que de lui proposer nos 360 destinations dans le monde, essayer de cibler, donc la machine va cibler celles qui sont susceptibles de lui plaire. Donc ça, c'est vraiment plutôt machine learning. Je précise autre chose, Air France, c'est un transporteur aérien, c'est un e-commerçant, mais c'est aussi une industrie. Donc on est une grande entreprise de maintenance, on est numéro 2 mondiaux de la maintenance d'avions, donc on sert toutes les compagnies aériennes. Et dans ce cadre-là, on a aussi une application super intéressante du machine learning qui est la maintenance prédictive. Donc on a un projet qui s'appelle Prognos qui permet de récolter des datas sur les avions et de faire tourner ces algorithmes pour détecter quelles vont être les pannes. Alors je vous rassure tout de suite, on ne parle pas de pannes qui mettent en danger les personnes, hein, mais plutôt qui pourraient perturber l'exploitation des avions. Et depuis qu'on a lancé ce projet, on a des choses qui sont stupéfiantes. Et il y avait une panne récurrente sur une pièce de la 380 qui a totalement disparu depuis qu'on a mis en œuvre ce programme. Donc c'est quand même des choses qui sont vraiment très concrètes. Ça, c'est vraiment plutôt la partie machine learning. Le deuxième aspect de l'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le NLP, Natural Language Processing. Donc ça aussi, c'est de l'intelligence artificielle, et c'est ce qui permet de comprendre le langage humain, le langage naturel des humains, et d'arriver à l'interpréter dans quelque chose qui peut servir dans un programme informatique. Donc très concrètement, c'est la technologie qui est à la base des chatbots, dont on va sans doute parler. Alors Stéphane, après tu reviendras. D'abord Xavier, peut-être. Stéphane qui n'est pas d'accord. Qu'est-ce que veut dire Stéphane Alors vas-y, non Stéphane, parle du coup, tu as la parole. Alors, juste très rapidement, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans les chatbots aujourd'hui. Ça, c'est la plus grosse arnaque du siècle et c'est normal parce que tous les vendeurs de chatbots veulent en profiter pour vendre leur technologie. En fait, il n'y a pas de bon sens aujourd'hui dans le traitement du langage. C'est des algorithmes de corrélation et c'est un vrai frein. Je vous donne un exemple très simple.
une intelligence artificielle aujourd'hui, enfin un algo de machine learning qu'on utilise sur le traitement du langage, à qui on demande de faire de la traduction et de traduire le verbe apprendre en français en anglais, vous savez que nous, le verbe apprendre en français, il est utilisé de deux manières. On peut dire apprendre à quelqu'un ou apprendre de quelqu'un. En anglais, vous avez deux mots pour ça, c'est to teach ou to learn. Alors nous, on a enseigné, mais le verbe apprendre marche pour les deux. Si vous demandez à l'intelligence artificielle de traduire le verbe apprendre, elle est incapable de savoir si c'est to teach ou to learn. Il n'y a pas de bon sens aujourd'hui. Ces algorithmes ne fonctionnent pas aujourd'hui sur le traitement du langage. C'est un gros frein aujourd'hui dans la recherche sur ces sujets. Mais ça va venir dans les prochaines années. On a des très bons résultats, comme je le disais, sur la reconnaissance visuelle, sur l'atteinte des objectifs, cette année notamment. Sur le traitement du langage, on est encore très loin et la plupart n'utilisent pas d'intelligence artificielle. Alors, je vais peut-être pas être totalement d'accord avec toi, Stéphane. Moi, je suis un entrepreneur. Ma startup s'est fait acheter il y a 2 ans par Match Group, donc c'est le leader mondial de la rencontre. Et en fait, on a pivoté rapidement pour faire un premier chatbot sur un cas très simple. Donc effectivement, notre premier chatbot, comme une grande majorité des chatbots aujourd'hui, il n'y avait pas du tout d'intelligence artificielle dedans. On utilisait des algos Google ou des algos qui existent déjà pour faire du traitement du langage. Et donc on est parti sur un premier cas qui est assez évident pour de la rencontre, c'est puisque le churn est inhérent au business model de la rencontre. C'est le seul business dans lequel un client satisfait est un client qui s'en va. Donc on a créé un parcours conversationnel dans lequel on demandait à la personne est-ce que tu cherches un homme, une femme, et il lui proposait de créer un compte en récoltant ces informations sous la forme d'une ergonomie conversationnelle. Alors ça a eu du succès, c'est-à-dire qu'on a augmenté de plus de 30% nos taux d'inscription sur certains canaux, que ce soit sur Messenger mais aussi sur nos propres sites. Et donc comme tout bon start-upper, on a vu un peu de traction, on s'est concentré là-dessus à 100%. En multipliant déjà en proposant de nouveaux use cases, c'est-à-dire qu'on a un chatbot avec différents agents qui vont avoir des missions assez précises. Donc l'agent qu'on appelle registration, son objectif va être de transformer un prospect en utilisateur inscrit. Un agent matchmaker qui va proposer des profils en accord avec ce que la personne va nous dire, ou un agent customer care. Le tout agrégé en un seul et même agent de manière transparente pour l'utilisateur. On a augmenté notre trafic, puisque là maintenant on est à plus de 400 000 utilisateurs actifs par mois selon les agents, entre 5 et 10 langues. Et aujourd'hui, on a une équipe. Alors, on a un chercheur qui nous a rejoint, qui travaille pour l'université Jean Monnet, qui est en thèse chez nous, et qui est donc spécialisé en traitement du langage. Je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle ou pas, mais en tout cas, le fait qu'on ait 400 000 utilisateurs actifs par mois nous permet d'avoir le Graal pour toute personne qui travaille dans l'AI, c'est-à-dire de la data, et en particulier de la data annotée, ce qui nous permet, sur un cadre très précis, très conscrit, c'est-à-dire le cadre de la rencontre, de détecter des intentions très précises, de détecter des patterns très précis. Et comme on est sur un cas très précis, ça nous permet de pouvoir entraîner notre modèle. Donc, par exemple, décris-moi ta personne idéale. On a des patterns qui sont relativement restreints et qui nous permettent de faire de l'apprentissage non supervisé pour détecter des premiers patterns, puis de l'apprentissage supervisé pour permettre à la machine, une fois qu'elle est suffisamment entraînée, on essaye en tout cas de répondre. Alors c'est un travail qui est fastidieux, qui est en effet, je suis d'accord avec toi, très long, qui prend beaucoup de temps, mais je pense que le faire dans le cadre là où des Google et des Facebook ont l'avantage d'avoir beaucoup de data et beaucoup d'ingénieurs, ils ont l'inconvénient d'avoir des champs des possibles et des contextes quasiment infinis. Là où des gens je pense comme nous tous autour de la table, on est dans un champ des possibles très contraint, donc on restreint le champ des possibles, ce qui nous permet d'avoir à moindre data plus d'efficacité dans l'application de nos algorithmes. Ça dépend. On parle de réseau de neurones parce que c'est chic, mais ce n'est pas forcément le plus efficace. Ça dépend des choses. Mais ça nous permet de commencer, alors on reste très modeste, hein, c'est un boulot, de commencer à avoir des premiers résultats intéressants, sachant que ce qui nous drive, c'est vraiment les KPI. Et pour chaque agent, on est drivé par la croissance. On essaye d'être drivé par la croissance. Voilà. Olivier. Oui, alors moi je ne vais pas forcément être en mesure de défendre une position sur l'IA devant vous. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, en termes de use case, on s'appuie de plus en plus sur le conversationnel pour couvrir un champ assez large finalement des besoins de nos utilisateurs. On a commencé par leur donner accès à l'aide en ligne d'une manière plus intuitive à travers le conversationnel. Et ensuite, on a élargi vers d'autres use cases plus transactionnels qui vont sur le cœur de notre métier, en leur donnant, à travers le conversationnel, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a réussi à faire, je pense, c'est accéder à une certaine audience qui pouvait nous échapper, et une audience qui est en train de se déplacer sur d'autres canaux, qui ne vont pas nécessairement venir chercher sur notre site leur solution de mobilité ou de voyage,
Et du coup, le conversationnel, pour nous, a représenté une opportunité d'aller les chercher sur différents terrains, notamment Messenger en l'occurrence. Donc c'était une opportunité pour nous d'aller chercher ces clients et de leur proposer une expérience probablement plus intuitive. En tout cas, c'est une manière de renverser un petit peu la manière qu'on avait de faire de l'e-commerce auparavant, qui se reposait essentiellement sur une interface graphique qui est nécessairement contraignante pour l'utilisateur puisqu'elle présuppose une certaine organisation de l'information et des questions qu'on pose à nos utilisateurs. Le conversationnel, à l'inverse, là nous a permis de renverser un peu les choses en permettant à l'utilisateur d'exprimer son besoin naturellement, intuitivement, et de savoir malgré tout l'adresser et lui renvoyer finalement des propositions pertinentes par rapport à son besoin. Donc pour nous, l'opportunité du conversationnel, elle est là, elle est à la fois une opportunité de capter de l'audience là où elle est aujourd'hui, et là où elle sera probablement encore davantage demain. Elle est aussi dans la manière de prendre en compte les besoins de nos utilisateurs d'une manière plus intuitive finalement que ce qu'on était en mesure de leur proposer initialement. Alors justement, tu l'évoquais un petit peu, en quoi est-ce que l'IA et les bots sont en train de révolutionner? Est-ce que c'est en train de révolutionner le e-commerce? Quelles sont les applications concrètes à l'heure d'aujourd'hui et quelles seront-elles demain? Alors, donc, je précise d'abord qu'effectivement, moi, je me sens pas tout à fait légitime pour définir est-ce que le NLP c'est de l'IA ou pas. Franchement, j'en sais rien. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, le NLP, c'est quelque chose qui nous permet de faire effectivement ce que décrivait Nicolas, c'est-à-dire passer sur le conversationnel et offrir un service à travers les applications que les clients utilisent. Donc nous, notre motto, c'est être là où le client se trouve. Jusqu'ici, on lui imposait de comprendre des pages web assez compliquées, de suivre un process bien défini, ou alors de télécharger une application, ce qui est toujours très bien. Télécharger la Pair France, elle est excellente. Par contre, très clairement, ce qu'on voit, c'est que l'appétence des gens, et en particulier des nouveaux clients qui arrivent pour Air France, c'est plutôt de pouvoir nous adresser en langage naturel. Donc, je vais prendre l'exemple effectivement de l'ouverture de Messenger pour Air France, donc Facebook Messenger. On a ouvert Messenger cette année dans ce qu'on appelle le servicing, c'est-à-dire que maintenant on peut écrire à Air France sur Messenger. 3 jours après l'ouverture, c'était le canal de contact numéro 1 pour Air France, 3 jours après. Donc on voit bien que c'est là que sont les clients, quoi. Il n'y a pas de doute, l'audience elle est là. Il y a 1,2 milliard d'utilisateurs de Messenger dans le monde et il y a un vrai appétit pour ça. Donc moi, le NLP, je vois ça comme une opportunité de servir le client plus efficacement, de façon plus instantanée sur ces plateformes-là. Donc nous, on voit vraiment les choses comme ça. Donc pour information d'ailleurs, on a eu un Hub Award sur l'expérience Messenger Air France hier soir, dont je suis très fier. D'abord, c'est un dispositif humain qui permet de faire le service sur Messenger de tous les clients dans le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 9 langues. C'est d'abord l'humain. Ensuite, c'est ces technologies-là, sur la base de la NLP, qui permettent de faire des automatisations et de proposer des expériences différentes qui permettent d'avoir plus de temps réel. Et ensuite, c'est la data qui permet de personnaliser l'expérience, puisque l'autre avantage de ces plateformes, c'est qu'on sait pertinemment qui on a en face de nous, et donc on peut avoir une expérience très personnalisée, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les use cases plutôt NLP. Après les use cases intelligence artificielle, machine learning, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais laisser mes collègues en parler. Alors moi j'aimerais aussi qu'on évoque voilà, à quoi ça va ressembler dans 5 ans, dans 10 ans le e-commerce avec l'IA. Peut-être Stéphane, tu as quelque chose à dire là-dessus? Ouais, juste très rapidement. Je voulais juste dire aussi qu'il y a une guerre entre les géants du web aujourd'hui sur le NLP et que quand une start-up qui fait du NLP aura le moindre avantage, le moindre algorithme prometteur vraiment qui fait une avancée, elle se fera racheter 400 millions par Google. En fait, il va se passer comme Uber. C'est-à-dire que les géants du web ont créé les moteurs de NLP qu'on va tous utiliser pour bâtir des services par-dessus. Uber n'a pas cartographié toutes les routes de la planète. Ils ont utilisé Google Maps et bâti le service par-dessus. Donc, les géants vont nous donner les moteurs qu'on va tous utiliser ensuite. Dans le e-commerce, ce que je vois, moi, sur l'intelligence artificielle, c'est que ça va nous permettre de sortir des corrélations. Parce que ça, c'est un gros problème dans les systèmes de recommandation. Vous savez tous que si vous allez sur Amazon pour commander un bouquin, il va vous suggérer un Balzac si avant vous avez acheté un Zola. Parce que les gens comme vous ont aussi acheté un Zola. Avec l'IA, on va pouvoir tester des hypothèses en sortant des corrélations, tester la valeur de ces hypothèses en fonction de votre environnement de données et se dire est-ce que tel ou tel produit aurait de la valeur pour vous. Et si c'est le cas, vous le suggérez. Et ce qui va se passer, à mon avis,
c'est qu'au lieu de chercher à pousser des produits comme on le fait dans le business aujourd'hui, avec ces algorithmes-là, on va devoir chercher à capter la relation et la confiance avec le client. Je vous donne un exemple encore avec Amazon. Au lieu d'essayer de vous pousser un produit lorsque vous vous connectez sur Amazon, comme c'est le cas aujourd'hui, demain, peut-être, en vous connectant pour acheter un bouquin sur Amazon, il va tester des hypothèses du type « et si ça aurait plus de valeur dans votre environnement de données d'aller vous promener au parc avec vos enfants, de faire une sieste ou de regarder un film ?» Et si c'est le cas, il va vous le suggérer. En faisant ça, c'est révolutionnaire dans le business. En faisant ça, Amazon perd une vente. Il ne vous aura pas vendu le bouquin. Par contre, il aura gagné votre confiance. Et du coup, vous aurez envie d'y retourner. En fait, ça va exiger que les entreprises se comportent comme des bons vendeurs. Un bon vendeur dans un magasin, il n'essaie pas de vous refourguer son produit. Il oublie son produit, il cherche juste à connaître votre besoin, il se met à votre place et il essaye de vous recommander ce qu'il faut pour vous, quitte à vous recommander le produit du concurrent. C'est une situation complètement folle. Les algorithmes qu'on développe en ce moment vont nous permettre de sortir de ces corrélations pour chercher plus de valeur pour le client. Mais quitte à vraiment dire tu vas aller au parc promener ton chien ou sortir tes enfants. Exactement, parce qu'en faisant ça, l'algo aura vu que ça avait plus de valeur dans votre référentiel de données et du coup, il va vous le signaler. En faisant ça, il gagne votre confiance. Un bon vendeur à la Fnac aujourd'hui, c'est celui qui n'essaye pas de vous refourguer un produit, mais qui vous dit le bon produit pour vous, selon votre besoin, c'est peut-être celui du concurrent. Ou alors, finalement, vous n'avez peut-être pas besoin de ce produit, vous avez peut-être besoin d'autre chose. Vous avez envie de revenir voir ce vendeur. C'est ce pivot qu'on va vivre certainement avec ces algorithmes dans les prochaines années. Et l'empathie. Est-ce que Air France, Voyage SNCF ou Mythique seraient prêts à dire, plutôt que de dater, prendre l'avion ou le train, aller faire un tour on n'en y est pas encore. Je pense qu'on n'y est pas encore. Par contre, je vais abonder dans ton sens, c'est que au-delà de la possibilité technique de le faire, qui va arriver, c'est que typiquement le canal du conversationnel, par exemple, amène ce besoin du côté du client. Parce que du coup, le conversationnel amène une relation qui est un peu exclusive, un peu intime presque, entre la marque et l'utilisateur. Et que dans ce contexte-là, l'utilisateur ou le client, il est plus en attente d'une proposition finalement trop générique. Il va devenir plus exigeant et il va exiger finalement que n'importe quel contenu qu'on lui propose soit pertinent, soit personnalisé. En fait, on va rendre à travers ça les clients plus exigeants finalement par rapport à ce qu'on sera en mesure de leur proposer. Je suis d'accord. Pour ce qui concerne, nous, pareil, le chatbot, donc l'ergonomie conversationnelle, qui n'a rien à voir avec de l'intelligence artificielle, mais qui est vraiment comment est-ce qu'on change la façon dont on s'adresse et dont on s'engage avec l'utilisateur. Nous, en fait, pour le moment, comme je le disais, on a différents agents et chaque agent a une mission très précise. C'est la mission rendre heureux la personne, ça sera probablement le cas dans quelques temps, mais pour le moment, chaque agent va être... par exemple, augmenter la rétention sur le site ou augmenter le taux d'inscription. Et l'avantage d'avoir un but au départ, parce qu'il faut apprendre à marcher avant de courir, d'avoir un but très précis, c'est que c'est beaucoup plus, ça nous donne une façon, c'est-à-dire qu'il y a une KPI qui est très claire, pour tous les jours nous améliorer et savoir quelle voie prendre pour nous améliorer. On va faire un A/B test sur faire ce scénario conversationnel-là versus l'autre. On regarde à la fin, au bout de 2 semaines, si l'objectif a été tenu. Et si l'objectif a été tenu, on garde ce vainqueur-là et ça nous permet plus facilement d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc pour l'instant, c'est plus des petites missions pour chaque agent, assez précises. Et pour l'instant, il n'y a pas de mission recommander un produit ou un service du concurrent. On ne va pas encore lancer celui-là. Je ne pense pas qu'on va le faire de sitôt. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle des steps, vraiment step by step, de comment est-ce qu'on crée un bot. Est-ce qu'il faut recruter des compétences particulières? Est-ce qu'en interne, vous aviez, en tout cas dans vos cas particuliers, les compétences? Combien ça coûte? Enfin voilà, on va commencer par le début, mais les first steps pour créer un bot, c'est quoi? En fait, au début, il n'y a pas besoin de personnes qui fassent de l'intelligence artificielle, pas du tout. Faire un bot, c'est relativement simple. Une première version de bot peut être faite en une après-midi avec des logiciels faciles qui existent sur le marché. Ce qu'on appelle des bots hard-codés, qui sont des arbres de décision dans lesquels, en fonction de ce que la personne dit, on va détecter quelques mots-clés, on va mettre quelques boutons et on va pouvoir faire un parcours assez simple. Donc ça demande un développeur qui va plugger ça sur les éventuels canaux, sur nos propres sites ou sur Messenger. Et puis des personnes qui ont une vision d'ergonomie plutôt pour designer, et des copywriters, parce que sur les chatbots de base, c'est les sociétés qui écrivent la réponse du robot.
Et après, en effet, l'idée, c'est que petit à petit, le premier bot sera forcément un peu déceptif. Il est toujours déceptif au début, puisqu'il n'y a pas eu de data pour l'éprouver. Et petit à petit, apprendre des data. Pourquoi pas prendre des data scientists pour analyser les données. Puis pourquoi pas des gens en AI pour pouvoir détecter les intentions et entraîner le robot. Mais il faut vraiment commencer petit, je pense, sur un cas très précis. Comme ce que je peux te laisser la parole là-dessus, sur ce que vous avez fait. Mais nous, on a commencé par un cas très précis et on a appris avec le temps et avec l'audience. Oui, donc je pense qu'effectivement, pour nous, le premier travail, c'était d'identifier les use cases. En fait, dans les discussions que les clients peuvent avoir avec Air France, il y a un nombre de sujets que vous imaginez incroyables, de l'avant-vol, l'inspiration, l'achat, la vente, la modification de réservation, les demandes de remboursement, après-vol, les questions sur les bagages, les demandes de facture. Enfin, il y a vraiment un champ des possibles extrêmement large. Un des premiers défis pour moi dans la construction d'un bot, c'est d'arriver à gérer les attentes des clients quand ils vont se trouver face à ce bot. Donc nous, en l'occurrence, le choix qu'on a fait, c'est de lancer un bot sur le domaine des bagages, parce qu'il nous semblait qu'on arriverait à peu près à répondre à toutes les questions dans un temps de projet raisonnable, et donc à ne pas générer trop de frustration de la part des utilisateurs. Le deuxième élément de réponse, c'est que nous, on a choisi aussi de faire appel à une entreprise extérieure pour nous aider à développer notre bot, en tout cas. Donc on a fait appel à une start-up qui nous aide. C'est souvent le cas. Je pense que pour les grands groupes, c'est un choix malin, ne serait-ce que parce qu'en fait, en termes de processus budgétaire, etc., c'est assez compliqué de mettre des ressources IT sur un projet qui n'avait pas été identifié l'année d'avant, etc. Donc on a plus de souplesse avec les budgets métiers d'une part, et puis en plus, ça nous amène un peu de l'expertise et de la fraîcheur. Donc ça, c'est le deuxième choix un peu qu'on a fait. Et effectivement, je confirme, du coup, on a dû développer un peu des métiers en interne pour accompagner ce projet. Le copywriting, je pense que les copywriters n'avaient jamais fait ce qu'ils ont fait sur notre bot, c'est-à-dire se mettre finalement à la place d'une persona, incarner quelqu'un qui va répondre et rédiger ses réponses sous forme conversationnelle, alors que jusqu'ici, nos copywriters, ils étaient plus experts du libellé, quoi. Donc il y a ça. Et la deuxième compétence qu'on a dû développer en interne et sur laquelle on s'est vraiment plutôt appuyé sur nos agents de call center qui connaissent vraiment bien nos clients et la façon dont nos clients s'expriment, c'est la partie entraînement du NLP. Donc ce fameux moteur de langage naturel, il est censé comprendre une phrase qu'un client va nous dire et nous dire ce client pose une question sur où se trouve son bagage. Et donc on doit faire cette résolution d'une phrase en langage naturel à ce qu'on appelle une intention et éventuellement des variables qu'on appelle les entités. Et donc pour ça, on a fait appel aussi à nos agents de call center pour entraîner l'intelligence artificielle et essayer de se mettre à la place des clients, enfin en tout cas restituer toute la connaissance qu'ils peuvent avoir de la façon dont les clients parlent pour arriver à entraîner le bot et à lui donner de l'information avant que ce soit les clients qui le fassent. Après, on voit bien que c'est un travail qui est sans fin et donc il y a un moment où il faut arriver aussi à exposer le bot de plus en plus pour qu'il y ait une variété de gens de plus en plus importante. Voilà. Donc sur un petit projet comme celui-ci, finalement on fait appel à l'extérieur, mais on voit aussi que ça a déjà des impacts sur le développement de compétences en interne. J'ajoute juste un dernier truc, c'est que du coup, assez vite, on se rend compte que ces sujets conversationnels sont vraiment super clés dans l'avenir de l'Internet. Et donc nous, on a monté une nouvelle équipe dédiée au conversationnel chez Air France, qui s'appelle les ACE, pour info, et donc qui s'occupe vraiment, qui bâtit vraiment de la connaissance sur ces choses-là, quoi. Alors justement, ma question après, c'était vous êtes combien au sein de vos équipes à travailler sur l'IA Nous, on était... Alors, encore une fois, l'IA, c'est sur les chatbots, parce que l'IA, il y a une personne qui est spécialisée en IA, qui est un chercheur en chiffres. Et sur les bots. Et sur le reste, on est 3 et on a embauché 2 personnes. Donc un ergonome conversationnel et un développeur en plus. Vincent ? Alors nous, il y a plusieurs aspects. L'IA, à proprement parler, on a en fait un programme transverse dans le groupe Air France KLM qui regroupe plusieurs ingénieurs. Alors je ne saurais même pas lire leur nom, mais je pense qu'ils sont 4 ou 5. Qui sont vraiment plutôt dans l'animation du programme. Et après, il y a des compétences qui se sont développées, comme je vous le disais, dans chacune de nos directions. Donc si on va voir la direction de la maintenance, ils ont des gens qui travaillent sur l'IA, les algorithmes prédictifs à la maintenance. Donc je ne saurais même pas vous dire, à vrai dire, combien de personnes ça regroupe. Ça marche plutôt en réseau. Sur les chatbots à proprement parler, il y a une équipe de 6 personnes côté business, donc vraiment sur la partie animation de projet, définition de use case, UX, etc. Et ensuite, effectivement, une IT qui n'est pas forcément interne qui travaille autour de ça.
Chez Voyage SNCF. Alors nous, on a procédé en fait sur tout nouveau use case sur lesquels on n'a pas de conviction très forte. Finalement, on a fait appel le plus souvent à des compétences extérieures. On a procédé sous forme d'expérimentation en quelque sorte. Et une fois que l'usage a été confirmé, avéré, on a décidé d'industrialiser du coup le procédé de construction du chatbot en créant une équipe un petit peu comme chez vous. Cette équipe, elle est complètement identique aux autres équipes puisqu'on travaille en agile et donc toutes nos briques finalement fonctionnelles sont traitées par des équipes distinctes. Et donc une équipe typiquement c'est une dizaine de personnes avec des développeurs, après des compétences typiques agiles, donc PO, Scrum Master, etc. Des designers, donc UX, UI, et particulièrement pour l'équipe du conversationnel, un concepteur-rédacteur qui vient renforcer l'équipe. Donc une dizaine de personnes. Stéphane, je sens que tu as quelque chose à dire. Moi, je pourrais vous dire des choses sur tout ce que j'ai entendu, hein, mais tout ce qui a été dit en fait sur l'expérience utilisateur est très juste à mon avis. C'est la clé. Et c'est on va essayer de monter le son un petit peu. Ah, on m'entend plus? Ouais, c'est bon, c'est bon. Bon. Alors, la clé pour moi, mais c'est pas nouveau et c'est banal puisqu'on parle que de ça partout en ce moment, c'est l'expérience utilisateur exceptionnelle. Ça sert à rien de faire un chatbot si l'expérience utilisateur n'est pas exceptionnelle. C'est cool de tester, de prototyper. Il y a une mode. Laurent Alexandre dit que les chatbots, c'est des scripts automatisés qui font plaisir au CAC 40 parce que ça fait moderne. Mais il n'y a pas d'IA, il a raison. Mais il faut prototyper. Par contre, si le chatbot n'offre pas une expérience exceptionnelle du même niveau que, par exemple, lorsqu'on réserve des billets de train sur Trendline, par exemple, ça ne sert à rien de le faire. L'utilisateur, il préférera ce qui lui facilite la vie. J'ai rien contre les réservations de billets de train. J'aurais pu prendre un autre exemple. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est l'expérience utilisateur exceptionnelle, l'effet wow. Si le chatbot est meilleur, il faudra du chatbot. Si c'est l'interface, le design qui est meilleur, il faudra l'interface. C'est une question de stratégie. C'est ça qui compte aujourd'hui. Ouais, juste, il y a un point qui est intéressant à noter. On évoquait du coup finalement les déterminants qui vont faire qu'on va s'orienter vers un use case ou un autre. Il faut être conscient aussi que le conversationnel, c'est pas la réponse à tout. Il y a encore des use cases qui vont être mieux adressés aujourd'hui avec des interfaces graphiques classiques, disons, qu'avec du conversationnel. Donc c'est aussi une question qu'il faut se poser quand on réfléchit à soi-même, son entreprise, créer un chatbot, c'est dans quelle mesure le conversationnel va apporter une plus-value pour chaque use case qu'on va envisager. Et est-ce que vraiment ça vaut le coup de le faire en conversationnel? Parce que la réponse n'est pas toujours positive pour le coup. Ouais. Alors Xavier, après Stéphane. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient de dire par Stéphane et Olivier. Faire un chatbot pour essayer de copier-coller ce qui existe déjà en mieux sur d'autres applications, d'autres sites, ça ne sert à rien. Il vaut mieux essayer de faire un cas qui soit vraiment wow et qui montre l'utilité du chatbot plutôt que de copier-coller. Pour vous donner un exemple très concret, nous, on avait demandé par le chatbot à la personne proposer un profil via l'interface du chatbot dans lequel on demandait alors quelle tranche d'âge, etc., qui était en gros la même chose que ce qu'il pouvait faire via l'application, sauf qu'il le faisait via l'interface conversationnelle, ce qui prenait au moins autant de temps et donc qui n'a pas du tout marché parce que ça n'intéressait pas l'utilisateur. Donc on a essayé de twister ça. Et on s'est dit, plutôt que qu'est-ce que pourrait apporter l'expérience sur un chatbot, on a dit, décris-moi ta personne idéale, ce que tu ne peux pas faire sur un site, ce que tu ne peux pas faire sur une app. Et l'avantage, c'est que dans le langage naturel, les personnes vont dire des choses qu'ils ne diraient pas forcément sur une app parce qu'ils sont libres. Donc, je cherche une personne sérieuse qui aime l'opéra et qui habite à Paris. Donc, on va pouvoir détecter des choses dans le langage, la façon dont elle s'exprime. Et finalement, en une phrase, la personne va aller à l'essentiel et on pourra plus rapidement et plus efficacement, enfin, les chiffres l'ont prouvé, puisque ça a eu du succès auprès de nos utilisateurs. Et on a décidé qu'il valait mieux, en effet, se concentrer sur des intents très précis et les faire très bien, avec un vrai effet wow. Et là, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, plutôt que d'essayer de se dire on va refaire la même expérience. Et souvent, le problème étant que c'est moins efficace que ce qu'on peut trouver sur une app ou sur un site. Donc, Stéphane, à toi. Ouais, très rapidement, en fait, l'intelligence artificielle, ça marche. On a des vrais résultats partout aujourd'hui. Mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'on ne comprend pas comment ça marche. En fait, c'est capable de faire de la micro-segmentation, de découvrir des variables impactantes, etc. Mais on n'est pas capable de les expliquer. Et ça peut donner des use cases intéressants. Exemple, sur le dating. L'exemple de Tinder, par exemple, le patron a déclaré que lorsqu'ils allaient mettre ces algorithmes-là, alors je suis désolé, c'est pas mythique, mais je ne sais pas ce qui se passe mythique. C'est le même groupe. C'est le même groupe. Comment? C'est Match Group, c'est bah. la maison.
Ah bah voilà, donc ça viendra sur Mythic aussi. Il a déclaré qu'on allait pouvoir bientôt vous trouver votre partenaire idéal en fonction de tous vos critères, y compris ceux dont vous n'avez aucune idée, tout simplement parce que ces algorithmes-là font de la segmentation qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'on saura qu'il y aura du match, mais on ne saura pas expliquer pourquoi. Même comme pour le jeu de Go, par exemple. Lorsque l'intelligence artificielle de Google a gagné au Go, elle faisait des moves sur le jeu qu'on était incapable d'expliquer. Mais on s'est rendu compte que c'est des moves les plus intelligents. C'était une nouvelle manière de jouer au Go. Ça fonctionne, mais on ne l'explique pas. À mon avis, ça va donner des use cases super intéressants. On l'a fait, nous. En fait, Tinder ne fait pas trop d'AI pour l'instant, mais ils ont beaucoup de data, donc on travaille un peu avec eux. Mais en effet, on a travaillé sur la photo, c'est-à-dire qu'on propose une feature dans laquelle on propose, enfin pas encore en ligne, mais à tous les utilisateurs de scanner l'ensemble de leurs photos Facebook, et le robot va tout de suite détecter celle qui plairait le plus aux utilisateurs. Et en fait, comment on fait ça? C'est ce qu'on appelle des réseaux de convolution qui permettent en effet, avec des données annotées de photos, la machine, elle va détecter ce qu'on appelle des patterns qui sont en effet totalement inentendables pour un humain, c'est-à-dire que nous, on ne pourra pas déterminer nos propres critères, on ne sait pas le faire. La machine va trop loin, même, c'est pour ça qu'on parle de deep, et ça marche relativement bien, c'est-à-dire que c'est des algos qui sont publics, hein, c'est pas très compliqué. En revanche, ce qui est compliqué d'avoir, c'est de la data à noter, ce qu'on peut avoir. Et en effet, ça permet d'avoir des choses qui sont assez étonnantes. Alors, on ne l'a pas encore sorti, je tiendrai au courant, mais ça marche bien. J'ai essayé sur, pour l'instant, tous les collègues, et ça marche, c'est assez bluffant, en fait. Ça sort quand? Je vous dirai, en temps voulu. Je sais pas, on va tester encore un peu. Est-ce qu'un jour, on sera capable de comprendre justement le deep learning et de comprendre les critères Je ne suis pas assez spécialiste. Hein. Je vais laisser les spécialistes parler. Stéphane. Alors, moi, je suis plus spécialiste non plus de technique. Hein. J'ai fait beaucoup de code plus jeune, mais j'en fais plus. Mais j'en sais. Enfin, je peux encore lire du code. Et ce que je comprends, c'est que il y a un gros sujet de recherche en ce moment et qu'on utilise même de l'IA pour essayer de comprendre comment fonctionne l'IA. En gros, pour comprendre ce que c'est qu'un algo de deep learning, aujourd'hui, imaginez une feuille de calcul Excel avec des millions de cellules remplies avec une valeur. Et dès que vous changez une valeur, ça change toutes les autres. C'est incompréhensible pour un humain, mais c'est ça l'algo qui fait que ça marche sur un use case. C'est ça l'enjeu de la recherche aujourd'hui. Mais ça va, c'est bloqué. Donc, comment l'IA qui étudie l'IA pourrait nous expliquer comment fonctionne l'IA, mais on n'en est pas sûr. Voilà, en gros, c'est la démarche de Google. Ils ont des pistes pour l'instant. En fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est choisir et développer les bons algos pour un use case donné, pour un objectif donné. Et ça leur donne des pistes sur pourquoi tel algo va marcher plutôt que tel autre. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Coin, qui est donc l'IA de JP Morgan et qui est spécialisée sur les arbitrages financiers et qui fait en 1 seconde ce qu'un avocat fait en 360 000 heures, ou plutôt ce que des avocats font en 360 000 heures. Donc la question qui va avec, c'est est-ce que l'IA va remplacer l'humain? Et donc je vais vous laisser autour de la table répondre, et je sais que Stéphane a un truc particulier à répondre là-dessus. Alors, moi en tout cas, on a une position aujourd'hui, je ne suis pas forcément de la prospective super long terme. Aujourd'hui, l'IA, en tout cas, pour la partie NLP et compréhension du langage naturel, ça marche bien, c'est pas non plus complètement bluffant. Et donc, il y a encore beaucoup de place pour l'humain. Nous, à vrai dire, la façon dont on voit les choses, c'est plutôt que, comme je le disais, on a une chaîne de servicing humaine aujourd'hui qui est super forte, 9 langues, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je le redis, dans le monde entier. Et notre but, c'est d'essayer d'augmenter la performance de ces personnes-là. Donc d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais on parle des chatbots qui sont ceux qu'on a en front-end. Donc le chatbot, c'est celui avec lequel on discute et qui répond instantanément en disant « Bonjour, je suis un bot, je fais ça, dites-moi », et puis qui répond du tac au tac. Donc c'est ce que j'appelle le bot front-end. Ce qu'on développe aussi chez nous, c'est l'intelligence artificielle au service de l'agent, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui écoute toutes les conversations entre les agents entre les conseillers et les clients, et qui arrive ensuite à proposer aux conseillers quelque chose qui leur paraît sensé par rapport à ce que tous les autres ont pu dire jusqu'ici, quoi. Et donc, c'est ce qu'on appellerait l'humain augmenté, quoi, l'augmentation de l'humain, ou comment l'IA sert aussi les humains à être plus efficaces et à avoir aussi un job plus intéressant, parce que finalement, les choses les plus triviales, c'est assez facile de les traiter. Les choses les plus complexes, où on a le plus de valeur ajoutée, et c'est là qu'on va passer son temps, et ça a quelque chose de satisfaisant, je pense aussi, pour nos conseillers humains, quoi. Voilà. Donc, une fois de plus, je ne fais pas de la prospective super long terme. Aujourd'hui, nous ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment plutôt une façon, sur la base de notre dispositif humain, d'accompagner les usages des clients, d'accompagner l'augmentation d'utilisation de ces plateformes conversationnelles, et donc de proposer des expériences cohérentes et un service level acceptable pour les clients, quoi.
Xavier, est-ce que tu es en développant un bot en train de tuer ton métier? Non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. C'est pas du tout là pour tuer des métiers, c'est plutôt là pour faire en sorte que les métiers soient moins répétitifs, que les gens puissent mieux libérer leur créativité et utiliser leur cerveau pour faire des tâches qui soient plus intéressantes. Et c'est des nouveaux métiers qui vont apparaître et c'est des choses, je pense que ça va juste nous permettre de faire les choses mieux, tout simplement. De libérer des tâches chiantes, je pense, pour gagner en... a priori. Olivier? Je vais rejoindre mes deux prédécesseurs. Je pense que, en tout cas, à court terme, on est clairement là-dedans, dans l'esprit, dans l'optique d'améliorer. Je vais prendre le use case, par exemple, de notre côté sur l'aide en ligne. Typiquement, l'idée, ça va être d'améliorer la disponibilité de ce service pour nos clients et également de monter en qualité, de monter en satisfaction client sur ce côté-là. Après, c'est plus difficile de se projeter dans 10-20 ans. Je pense qu'il y a des questions qui se poseront évidemment à cette échéance de temps-là. Mais en tout cas, à court terme, on est vraiment dans une logique d'améliorer le service et de faire en sorte que finalement les humains se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Stéphane, je crois que toi, tu es un fervent défenseur du revenu de base universel, étant donné qu'on sera tous sans emploi dans 10 ans. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a aussi Bill Gates, il y a Richard Branson qui s'est prononcé il y a 2 jours là-dessus aussi. Alors, je suis d'accord à court terme sur tout ce qui vient d'être dit. L'intelligence artificielle est complémentaire de l'homme au travail, peu importe le job. Ça nous augmente. Et c'est d'ailleurs le discours des géants du web, pour pas faire peur, c'est de dire ça vous augmente, vous pouvez vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur pour vous, etc. C'est vrai. Sauf que ça, c'est incomplet comme raisonnement. Parce que regardez ce qui se passe. Imaginez, vous avez une intelligence artificielle qui augmente vos gains de productivité dans ce que vous faites. Exemple, les avocats, comme tu l'as cité, où on fait en 1 seconde 360 000 heures de travail d'avocat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on fait ces gains de productivité, exemple 20% sur le travail d'avocat sur 1 an, le réflexe des gens en ce moment, c'est de dire ça libère du temps pour le consacrer à autre chose. Puisque j'ai 20% de gains de productivité, je vais pouvoir utiliser ces 20% pour être avec mes clients, être sur de la valeur ajoutée, etc. Sauf que si on dit ça, ça veut dire un truc. Ça veut dire que l'entreprise, actuellement, elle est sous-staffée et elle est capable d'aller passer du temps sur autre chose. Donc, en gros, moi, je ne pense pas que la plupart des entreprises, aujourd'hui, soient sous-staffées. Ce qui va se passer, c'est que si on libère du temps avec ces gains de productivité, on va devoir se débarrasser de ces emplois. À moins que la demande, c'est juste un raisonnement économique, que la demande pour ces emplois ou pour ces tâches augmente dans les mêmes proportions. Si vous faites 20% de gains de productivité dans le droit avec les avocats, il faut 20% de demande en droit en plus de l'autre côté pour ne pas faire disparaître les jobs. Ce qui est sûr. C'est un peu probable. Comment? Juste pour intervenir. Ça dépend des jobs. En fait, ça dépend des jobs. Ça risque pas d'être au même rythme selon les jobs. Si on parle de relations clients, en l'occurrence, la tendance, c'est que les demandes sous forme conversationnelle augmentent. Vraiment. Oui, mais dans quelle proportion? À tel point que d'ailleurs, c'est parfois un peu dur à suivre en termes de dispositifs humains, quoi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quel sera le point d'équilibre de tout ça. Aujourd'hui, on accompagne une augmentation des usages, quoi. Les gens, je suis d'accord, c'est une question de proportion. Si vous faites 10% de gain de productivité et que vous avez une demande de relation client plus de 5%, vous avez un gap de 5%. La question, c'est juste le ratio. Et ça, c'est pas certain. Ce qu'il faut dire et qu'il faut garder en tête, c'est que la technologie de manière générale, et c'est encore plus vrai avec le digital, encore plus avec l'intelligence artificielle, et ce sera encore plus le cas avec l'informatique quantique et toutes les autres technos, c'est que c'est pour nous libérer des contraintes. Gardez en tête que toute la partie complémentaire de l'homme sur la technologie, c'est uniquement parce qu'on ne sait pas encore faire par la machine la partie complémentaire de l'homme. Ça viendra, c'est l'objectif, mais ce n'est pas le cas de tous les métiers aujourd'hui. En tout cas, c'est le discours de ceux qui nous vendent l'intelligence artificielle. Alors justement, à quoi ça ressemble l'IA dans 10, 15, 20 ans? Vers quoi on va en fait? Gros, l'objectif des géants de la tech, parce qu'il y a une guerre mondiale entre eux en ce moment, hein, ils recrutent les meilleurs chercheurs, ils rachètent les startups les plus prometteuses, etc. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire disparaître progressivement la technologie pour la fondre dans le paysage, nous donner des agents intelligents avec tout type d'interface, qu'elles soient visuelles, par écrit comme les chatbots, la voix, ce que vous voulez, ou même de manière automatisée dans tous nos processus de vie, notre logistique de vie, qui vont faire des choses à notre service et qui vont être nos experts personnels à tout faire. Comme je le disais au début, il n'y aura plus de banquier, ce sera un banquier dans une interface qui sera expert en finance, on aura un avocat aussi expert en droit, un médecin. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, l'expertise de manière générale va devenir une commodité. Aujourd'hui, la connaissance est une commodité, ça n'a plus aucune valeur. En 3 clics, vous avez toute la connaissance. Ce qui a de la valeur dans le monde aujourd'hui, c'est l'expertise, donc le traitement de cette connaissance. Mais avec ces algorithmes, progressivement, l'expertise deviendra une commodité. Ce qui restera, et on l'a dit et répété plusieurs fois aujourd'hui,
qui aura de la valeur dans le business, c'est la qualité humaine dans l'interaction, qu'elle soit humaine ou pas, mais quelque chose qui ressemble à une qualité humaine d'empathie, de confiance dans la relation. Exemple, vous n'irez plus chez le médecin demain pour l'expertise, il ne fera plus le diagnostic médical, ce sera fait sur votre smartphone ou autre device. Par contre, vous continuerez à retourner chez votre médecin pour la relation, parce qu'il vous écoute, parce qu'il est empathique, parce qu'il vous rassure. En fait, on va laisser ce qui est humain, qui a de la valeur entre humain à l'humain, et on va se débarrasser progressivement de ce qui est technique, contraignant, difficile, et là où on n'est pas aussi fiable qu'une machine progressivement. Ce n'est pas le cas de tous les jobs, encore une fois, mais c'est l'objectif à terme. Olivier? Je ne sais pas si je vais savoir rebondir là-dessus. Je pense que sur cette analyse à long terme, elle est très certainement juste et je n'ai pas forcément la connaissance pour me projeter aussi loin, en tout cas sur ce domaine-là. Les marques, elles anticipent un peu, elles font de la prospective sur ces sujets-là? Peut-être pas aussi longue échéance, on ne se projette pas aussi loin encore aujourd'hui. Quels sont tu parlais des géants de la tech, Stéphane, est-ce qu'il y a d'autres boîtes, notamment potentiellement des boîtes françaises ou d'autres, qui sont en avance sur ces sujets-là et qui anticipent? Alors le problème, en fait, la réponse malheureusement, je ne pense pas, parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors c'est très bien d'avoir des bons ingénieurs, c'est très bien d'avoir des bons algorithmes, mais c'est un pourcentage infime finalement. Finalement, l'intelligence artificielle, c'est les datas qui font. L'intelligence artificielle sans data, c'est comme un boulanger sans farine. Il peut vraiment rien faire. Et donc c'est non seulement des datas, mais c'est surtout des datas annotées. C'est-à-dire des datas. Ça va être de moins en moins vrai, ça. Alors peut-être le distinguo, c'est quoi une data annotée? En fait, pour entraîner une intelligence artificielle, il ne faut pas seulement avoir de la data, il faut avoir de la data annotée, c'est-à-dire qu'il faut être capable de libeller la data pour arriver au but qu'on s'est fixé au départ. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'accès à la data en amont et faire en sorte qu'elle puisse être annotée de manière, je dis n'importe quoi, mais par exemple Facebook, s'ils veulent détecter un chaton sur une photo, ils vont se servir de tout ce que les utilisateurs vont taguer en disant ça c'est un chaton, et ils vont utiliser cette data qui va leur permettre d'entraîner un réseau qui leur permettra automatiquement de détecter un chaton sur des photos. C'est de la data analysée et vérifiée, voilà, d'une certaine manière. C'est de la data enrichie. Alors Stéphane n'est pas d'accord. C'est quoi alors? Si, en fait, tout ça est très juste, mais c'est uniquement sur le deep learning. En fait, on commence à avoir des nouveaux algorithmes. Je pense aux algorithmes de Brendan Lake de l'Université de New York, par exemple. Ce sont des algorithmes bayésiens où on va pouvoir atteindre les mêmes résultats que le deep learning en termes de performance, mais avec très peu de données. L'idée, en fait, c'est qu'un algo soit capable d'abstraire un concept comme un enfant sans avoir vu des millions d'exemples. Donc, ce que vous avez dit est vrai pour le deep learning, mais on va progressivement se libérer de ces algos contraignants. C'est l'un aussi des challenges de la recherche en ce moment. Alors peut-être dernière question, il nous reste littéralement 2-3 minutes, mais on n'arrête pas le progrès, mais est-ce qu'il existe, ou il devrait exister des garde-fous au potentiel danger que représente l'IA, comme on le disait, Elon Musk, Bill Gates ou autres tirent régulièrement la sonnette d'alarme? Est-ce qu'on devrait créer un comité d'éthique de l'IA? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des réflexions à ce sujet-là? Je crois que ça existe. Enfin, tu le sauras mieux que moi, hein, mais il y a un comité d'éthique qui a été créé par les GAFA à ce sujet. Tu veux peut-être... Plusieurs, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, il y a OpenAI, l'association créée par Sam Altman et Elon Musk déjà. Il y a le comité d'éthique de Google. Il y a le nouveau qui est sorti il y a quelques semaines, qu'ils ont lancé il y a quelques semaines, plus celui de 2014. IBM en a lancé un. Les GAFA se voient régulièrement là-dessus. Harvard a son comité d'éthique aussi. Mais si vous voulez, c'est comme tous les sujets internationaux. Tant qu'il n'y aura pas de régulation mondiale, ces comités d'éthique ne serviront à rien. Puis on peut penser aussi qu'ils agissent un peu comme des lobbies. Imaginez Monsanto lancer un comité d'éthique. C'est simplement pour faire croire qu'il encadre ces sujets. Mais en réalité, ils ont aussi leurs intérêts à défendre, ces gens-là. Tant qu'on n'a pas de régulation internationale, ces comités d'éthique ne pourront rien. Elon Musk aura beau tirer la sonnette d'alarme à l'ONU, ça le changera. Mais c'est fondamental, en tout cas, d'y penser dès maintenant. Les dangers, du coup, quels sont-ils? En gros, il y en a plusieurs. Déjà, il y a l'entraînement de l'algorithme. Selon les données avec lesquelles vous le nourrissez, vous avez des résultats différents. Exemple, taille de Microsoft qu'ils ont mis sur Twitter est devenu raciste parce que les utilisateurs lui ont appris le racisme, parce qu'ils lui ont mis aucune limite là-dessus. Ensuite, vous pouvez avoir donc ça, c'est des biais d'algorithme. Selon les données, selon les méthodes d'entraînement, vous allez avoir des biais. Vous pouvez avoir aussi des dommages collatéraux, parce qu'un algorithme est entraîné à atteindre un objectif, mais il peut générer des dommages au passage. Exemple, vous utilisez un algorithme pour nettoyer une base de données, ça c'est son objectif, mais en atteignant son objectif, il peut se rendre compte qu'en effaçant une autre partie de la base de données, c'est plus efficace. C'est un truc débile, hein. Normalement c'est un bug qu'un programmeur pourrait corriger, mais c'est juste pour vous donner l'exemple.
On va pouvoir aussi avoir des algorithmes dans les robots tueurs. Ça aussi, c'est des vraies questions d'éthique à poser. À quel point est-ce qu'on les laisse autonomes? Qui aura le droit d'utiliser certains algorithmes? Moi, je pense que demain, on aura peut-être des classes d'algorithmes, comme les médicaments, avec des algorithmes de niveau 1, 2 ou 3, que certains auront le droit d'utiliser et pas d'autres. On va devoir décider si ces algorithmes ne sont pas dangereux, comprendre leur fonctionnement, avoir une certification pour être sûr qu'ils ont ils ont minimisé leur taux d'erreur, comme ceux qu'on met dans les avions aujourd'hui pour les pilotes automatiques, tous ces algos-là. Il y a plein de sujets d'éthique à mettre sur la table aujourd'hui en matière d'algo. Dernière question pour vous trois autour de moi. Est-ce que c'est fun de faire un bot? Moi, j'adore. C'est long, ça prend du temps. Mais c'est une nouvelle façon de comprendre l'ergonomie. C'est nouveau, donc on apprend tous les jours. Donc oui, moi j'aime bien. Vous inventez un peu l'avenir d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'invente l'avenir, en tout cas je me fais plaisir. Vincent? C'est très fun. Ce qui est marrant aussi, c'est que le bot, ce qu'il faut qu'il génère, c'est quand même aussi une forme d'émotion. Il n'est pas que de la commodité, donc c'est quand même une scénarisation qui est toujours intéressante. Et puis après, on commence aussi le vocal. Et le vocal, c'est marrant aussi, quoi. Olivier? Effectivement, c'est un sujet qui est passionnant et le vocal entraîne plein de nouvelles complexités qu'on n'avait pas forcément envisagées parce que du coup, il y a la question de la mémoire de l'humain qui est naturellement limitée. Donc on n'a plus du tout de support visuel pour matérialiser des choses qu'on voudrait lui proposer. Donc il faut qu'on développe plein de stratégies pour justement arriver à échanger de manière constructive à la voix. Et en termes d'expérience utilisateur, c'est super riche. La liste des horaires entre Paris et Lyon dit à l'oreille, c'est pas facile. Merci à tous les quatre. Merci Stéphane d'avoir été en duplex. Merci infiniment. Merci. À vous d'avoir suivi cette plénière et bon e-commerce connect. Merci à tous.